C'était pour vous dire que dans le cadre de notre fonds de dotation éthique et fraternité, nous avons décidé à la dernière réunion avec Michel Simon, en particulier avec les frères, notre trésorier, celui qui s'occupe des sous, autant au SCNDF que dans ce fonds de dotation, nous avons décidé en quelque sorte d'interroger un certain nombre de personnalités. Et comme on avait déjà eu il y a 2 ans, je crois, le, le plaisir de recevoir, c'était à la GLNF, dans le Temple 11, euh, notre frère Michel Maffezoli, eh bien, nous sommes dit que cette récidive pouvait être intéressante et adaptée en quelque sorte au sujet qui est celui du fonds de dotation, c'est-à-dire, je l'ai très rapidement décrit à notre frère Michel, euh, c'est-à-dire un peu intergénérationnalité, ce que nous sommes. En fait, la maçonnerie, c'est les différentes générations qui se retrouvent ensemble. C'est le problème, bien entendu, de la transmission, car nous ne faisons que transmettre. Et dans ce cadre-là, en plus dans un endroit qui est un endroit où la spiritualité est particulièrement importante, et notre frère Michel a, on peut dire, cette qualité, et donc c'était important de faire la récidive, ce que nous venons de faire. Comme je l'ai dit avant même, euh, nous allons demander un certain nombre tous les mois. La fois prochaine, j'ai une proposition par une théologienne de Strasbourg le 19 novembre, si tu peux regarder, qui est sur les âges de la vie. Et qui viendra parler ou qui, par visioconférence, nous fera le travail. Bien. Donc tout ça pour montrer que c'est le début d'une série. Et comme je l'expliquais à Michel, on est là, on n'est pas là, 11 heures du matin, c'est pas très facile, mais autant Michel est libre que moi-même. Et nous avons la possibilité d'avoir des podcasts, c'est-à-dire que nous allons enregistrer. Non seulement nous allons enregistrer, mais en plus, avec chaque GPT, nous avons la possibilité de faire le résumé et tous ces éléments-là se trouveront comme d'habitude sur notre site de manière à ce que chacun nous bénéficions en quelque sorte des connaissances de Michel. Je me permets de dire ça sur toi quand même. Michel Maffezoli est non seulement un frère, puisqu'il a été pendant 50 ans au Grand Orient de France, lui-même a fait des livres, il y a toute une panoplie, c'est un des sociologues les plus importants, comment dire, de toute notre génération du XXe siècle et qui nous fait réfléchir sur le XXIe siècle, professeur à la Sorbonne, bien entendu. Mais comme je le disais, en plus, il a édité un certain nombre de livres, dont, que je vous conseille bien, un en particulier qui a posé problème, en quelque sorte, un peu au Grand Orient de France, puisqu'il a dit « les lumières sont éteintes ». Voilà, le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Se référant à ce que normalement la maçonnerie devrait être et ce que l'obédience Grand Orient de France dit être un laboratoire d'idées en quelque sorte. Il y a eu des moments, etc. Et donc, non seulement il a fait un premier livre, mais il a fait aussi un autre livre particulièrement important qui nous impacte, qui est Le Trésor caché. Le Trésor caché. Et si jamais vous avez le temps, bien entendu,
parmi les références, certes, il y a Platon, il y a Aristote, peut-être Christian Hervé par moment, mais il y a surtout Michel Maffezoli. Alors, euh, pour tous ceux qui sont venus, et je tiens à vous remercier de vous être libérés, de venir en présentiel, j'ai fait en sorte de commander un certain nombre de livres qui sont, je dirais, qui expriment bien ce que Michel Maffezoli se trouve être au niveau de la Sorbonne, au niveau de la sociologie en général. Alors j'ai fait des choix dont tu n'es peut-être pas, tu seras peut-être pas d'accord, mais déjà c'est ce que tu m'as offert à la Sorbonne il y a 1 ou 2 ans dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Il m'a fait le plaisir de, de participer à un moment qui était un moment, on peut presque dire, un colloque particulièrement international qu'il faisait. Et ça s'appelle Après la modernité. Et pourquoi ce livre est intéressant? C'est parce qu'en fait, il explore 3 logiques. Et ça date d'il y a 40 ans, en 30 ans, je ne sais pas. Le premier, c'est la logique de la domination. Autant dire qu'actuellement, entre hommes, femmes, entre personnes vulnérables, les problèmes de domination. Deuxièmement, la violence totalitaire. Autant vous dire que là, je ne voudrais pas dire dans un état presque de pré-guerre. Et troisièmement, la conquête du présent. Je vous conseille de les lire parce que ces 3 livres-là, en fait, ont été sur ma table de nuit pendant très longtemps, et ça a été une grande intelligence que de vouloir les réunir. Ce sont les 3 livres, sont 3 livres, et qui montrent bien en définitive ce qu'est, bien sûr, les thématiques de Michel. Enfin, et ça c'est d'autant plus important, c'est Michel Maffezoli vient de faire ce qu'on appelle une apologie. Du moins, c'est le titre de son livre. C'est une autobiographie intellectuelle. Et pour ceux qui veulent avoir, je dirais, un visage de ce qui a apporté à la connaissance, mais pas la connaissance spirituelle, là on est bien d'accord, à la connaissance dans les sciences humaines, eh bien, racontant en définitive tout ce qu'il a pu partager, voire éventuellement être en opposition avec eux, eh bien, comment dire, c'est un livre qui est intéressant et que je me permets que le fonds de dotation, grâce à notre trésorier ici présent, offre à tous les présents ici, mais on vous conseille fortement, si vous êtes intéressé, bien entendu, de manière à mieux le connaître, autant les travaux, on peut dire, de spiritualité qu'il a pu faire, que les travaux de sociologie. Je vais peut-être vous demander, pour certains, je vois qu'un d'entre nous tous un peu, est-ce qu'il serait possible que vous fermiez tous votre micro? Votre micro, parce que de manière, est-ce que c'est possible de fermer les micros, s'il vous plaît? Merci. Alors, toute cette longue introduction, excuse-moi Michel, mais tu te retrouves ici dans le siège du Suprême Conseil national de France, et plus particulièrement dans un fonds de dotation que nous avons créé il y a maintenant 4 ans. Absolument. Mais il a fallu le construire, c'est comme toutes les structures, elles doivent servir à quelque chose. Et là maintenant, nous commençons à la faire vivre. C'est pour ça que nous avons un délégué général, Michel Simon, qui est ici, qui par ailleurs, il s'occupe toujours de la fondation de la GLNF, pour prendre cet exemple, on a pris quelqu'un qui connaît les choses,
Euh, mais c'est vrai que l'objet n'est pas de donner de l'argent à n'importe qui, n'importe comment, ou de recruter des fonds simplement, c'est de manière à procurer un certain nombre de réflexions comme nous faisons là, éventuellement de colloques que nous risquons de faire un jour, auxquels vous seriez invités, sous forme visio, parce que les technologies, mine de rien, c'est plus qu'intéressant, puisqu'on a le bonheur de tous vous avoir avec nous, mais au-delà de cela, d'avoir des personnes compétentes, distinguées, sur un thème que nous avons pris pour cette structure éthique et fraternité, qui est le vieillissement. Les fonds de dotation demandent, je suis obligé de vous le dire bien clairement, demandent à ce que nous nous préoccupions d'un thème qui intéresse certes ceux qui invitent et ceux qui financent, mais également que ça intéresse toute la société, de manière à avoir l'équivalence en quelque sorte de, d'être l'autorité publique en quelque sorte. Voilà. Donc voilà, et nous avons pris comme thème, et là j'en aurais terminé, les problèmes du vieillissement, en sachant que ces problèmes du vieillissement, nous ne sommes pas des vieux, mais nous vieillissons tous, et nous avons des problèmes de fraternité, de solidarité, d'entraide, et les choses ne se résolvent pas simplement avec de l'argent, c'est aussi la présence, c'est aussi le partage, tous ces mots qui ont à la fois un sens profane, mais aussi spirituel, et de la manière dont nous sommes capables de les faire vivre. Et comme vous le savez, notre suprême conseil se refuse, alors que des frères n'auraient plus d'argent pour payer leurs cotisations, ou parce qu'ils seraient trop vieux pour venir en loge, nous partons de plus en plus sur le problème de dire mais comment faire pour que ces frères continuent, aient encore des informations, vivent encore leur maçonnerie dans un épanouissement et qui ne soit pas l'objet d'une exclusion, qu'ils s'auto-excluent eux-mêmes, ou pire que nous regardions nos chaussures, c'est-à-dire que nous pratiquions presque le déni. Donc tout ça pour dire que nous avons à nous inspirer, et le thème que nous avons aujourd'hui, profitant d'avoir un sociologue de ce niveau, est justement de dire, mais à partir de ces mots, en quelque sorte, intergénérationnalité, vieillissement et comment dire, et transmission, puisque notre travail, c'est peut-être la chose la plus importante que nous avons, c'est de transmettre. Euh, et en ce sens-là, aussitôt notre frère Michel Maffezoli nous a trouvé un titre particulier, euh, euh, en, comment dire, en latin, puisqu'il connaît très bien, mais je vous rassure, il fait les traductions lorsqu'il emploie les mots latins. Donc voilà un tout petit peu. Michel, est-ce que tu te sens bien maintenant que j'ai fait cette longue introduction? C'était pour toi, en quelque sorte. Très aimable, je suis très heureux parmi vous. Nous sommes là pour À t'entendre. vrai dire, je suis venu parce que je t'aime beaucoup. Mais nous sommes deux. Nous sommes deux. Pour tout dire, je ne savais pas où je venais. Après, voilà. Mais, Et d'ailleurs, c'est difficile de venir ici. Hein. Enfin, il faut arriver à trouver le lieu. voilà. Non, fonds de dotation, c'est amusant quand même, parce que justement, j'ai été pendant 2 ans président scientifique d'un fonds de dotation du GLAMF. Mais voilà. Où ils avaient fait comme vous, et en donnant comme charge, puisque j'étais universitaire, à trouver des laboratoires sur un thème précis, l'homme. J'ai trouvé 2 ou 3 laboratoires pour donner des sous qui étaient ceux du fonds de dotation du GLAMF. Voilà, je l'ai fait pendant 2 ans, puis après ça va. J'ai cessé parce que tu as oublié de dire, oui, j'ai été sociologue à la Sorbonne pendant 40 ans,
J'en ai 80, je suis à la retraite. On y est tous les deux, mon grand. Et puis, j'ai toujours... bon, j'occupais la chaire de Durkheim, c'est-à-dire la chaire importante, mais j'ai toujours été réticent au terme qui m'était attribué, celui de sociologue. Ma vieille grand-mère, dans mon petit village de Sévenol, disait il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Moi, j'ai essayé d'avoir une pensée beaucoup plus générale, mais bien évidemment, j'avais cette chaire de sociologie. Voilà, donc éthique et fraternité, c'est très important. J'en dirai quelques mots. Ce thème aussi, j'y reviendrai en deux temps, de la transmission, qui est un problème essentiel, je dirais, pour toute espèce animale, la nôtre aussi. Donc, d'une certaine manière, je montrerai ce qui est en train de se passer actuellement. On est dans un moment, je ne dirais pas politiquement, on le sait, mais civilisationnellement, qui est dans cette crise, dans le sens simple du terme. Voilà. Et que là, il est important, moi, ça a été mon obsession théorique sur la longue durée, de trouver les mots. Je dis, moi, les mots les moins faux possibles, qui puissent à un moment donné devenir une parole fondatrice. Voilà. Et cela, c'est pas systématique, c'est pas de la systématisation, mais puisque tu as employé le mot, une connaissance. En latin, puisque tu aimes beaucoup le latin, cum nascere, et connaissance, ça veut dire naître avec. Et donc, non pas quelque chose qui est là abstrait, mais qui fait qu'on accompagne un processus, un changement, peut se résumer d'une manière très simple. Vous le savez très bien, ordo ab chaos. C'est-à-dire que c'est à partir du grouillement, mon maître Gilbert Durand, frère aussi, d'ailleurs, rappelé que dans ces moments intermédiaires, il y avait du grouillement, du fourmillement, c'est là où nous sommes. Voilà. Mais que cela aboutit à un ordre, et pour ma part, moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. Alors, mes livres, chers amis, sont toujours un peu ennuyeux. C'est pas On vrai. pourrait le dire d'une manière encore plus dure C'est pas que cela. En tout cas, ce compendium-là, qui est là après la modernité, rassemble mes trois premiers ouvrages, en effet. 1975, ça fait donc quand même un peu plus d'un demi-siècle, il me semble. Ils sont d'une Comme actualité. je ne sais pas calculer, il faut que je calcule avec les doigts. Ah, Comme ils sont ça. d'une actualité éblouissante. Mais en effet, j'ai essayé de montrer, et c'est les fondements de ce que par après j'ai écrit. Et apologie, oui, apologia pro vita sua, hein, à certains moments, il faut faire le bilan, si je puis dire. Et donc, c'est une espèce de bilan sur les 40 ou 45 livres que j'ai écrits tout au long de ma carrière, très précisément d'ailleurs en faisant autobiographie intellectuelle, ce que je dois à mes maîtres. Les rencontres. Voilà. Hein, nous sommes des nains lissés sur les épaules des géants, et donc je rappelle mes rapports avec Foucault, avec Deleuze, avec Lévi-Strauss, etc., qui étaient mes collègues à la Sorbonne. C'est ça un avantage qui n'est pas négligeable pour moi, et c'est à partir de là que j'ai pu écrire tous mes livres. Voilà, en bref, voilà, pour ces deux livres. Et c'est vrai que 1975 et celui-ci 2022. On est en quelle année 2025, donc c'est 2024, je ne sais plus trop quoi, quelque chose de cet ordre. Voilà, donc quand je dis connaissance, c'est que je crois qu'il faut, dans des moments comme ceux que nous vivons, prendre de la hauteur, hein, et échapper au système. Moi, c'est un peu cela. Je rappelle que dans le fond, la franc-maçonnerie de tradition a toujours lutté contre la paresse du dogmatisme. Le problème actuel, enfin actuel, oui, depuis un moment, je dirais pourquoi dans un instant, c'est que reste encore ce qu'on appelle la bien-pensance, sous ses diverses modulations, correctness, et enfin on a des quantités de termes qui rendent attentif au fait que d'une certaine manière, bon, voilà, on ne fait que répéter, hein, ce que les mainstream nous imposent de diverses manières, et pour moi d'une manière scandaleuse. Le grand franc-maçon qui était Hegel disait que ce qui se nomme crainte de l'erreur se fait plutôt soi-même connaître comme crainte de la vérité. Et je crois que c'est un peu cela qui me paraît être en jeu actuellement. Et tous les discours officiels sur le complotisme, par exemple, moi c'est un vrai scandale, c'est-à-dire tout simplement qu'il met en jeu le doute, dans le sens simple du terme, et que c'est à partir du doute, hein,
Descartes et Luther, si je prends des exemples philosophiques et religieux, reposaient un peu là-dessus, quoi. Voilà. Et donc, je crois qu'en ces temps de détresse, il faut que la franc-maçonnerie se rappelle qu'elle n'est pas un club. C'est ce que j'avais dit dans mon livre Les Lumières sont éteintes, la franc-maçonnerie, où je suis resté comme ça un peu sottement pendant une cinquantaine d'années, mais qu'au contraire, à l'opposé de ce club politiste ou sociétal, puisque c'est le mot un peu à la mode actuellement, ben voilà, il s'agit de réfléchir sur ce qu'est ce vieux mot, je dirais, médiéval, la sodalité, hein, ce qui constitue véritablement la fraternité. Pour vous avouer, je n'aime plus trop le mot fraternité, je le dirais, parce que c'est trop galvaudé, je reprends le vieux mot qui est dans la notre langue, affrèrement. Cet affrèrement, déjà dans la tradition médiévale, rendait attentif à ce lien très fort, hein, qui était non pas simplement un jeu enfermé en lui-même, mais au contraire, quelque chose qui fonctionne uniquement sur la relation à l'autre, dans le sens fort exact. Et que c'est, pour moi, c'est un peu ça la connaissance qui fait que d'une certaine manière, il faut dépasser le bavardage dominant, ou le caquetage, si on le dit d'une manière un peu plus crue, pour essayer de... Claudel avait une très belle expression d'ailleurs, le clapotis des choses secondes. Le clapotis des choses secondes. Et moi, quand j'ai pas de télévision, donc je peux pas la regarder. J'ai vu que tu l'avais dans ton bureau, là, mais quand je regarde chez mes enfants la télévision, j'entends ce clapotis, en quelque sorte, qui tente à prédominer. Alors que nous avons comme fonction, je dirais, réfléchir à cet ordre essentiel, ordo essentialis. Je citerai 2 ou 3 fois mon maître, que je vous conseille de lire, Gilbert Durand, en particulier les grands mythes fondateurs de la franc-maçonnerie, ou Un conte sous l'acacia. Un conte sous l'acacia, c'est sur Joseph de Metz. Je vais y revenir dans un instant. C'est lui qui montrait comment il était nécessaire de saisir cet ordre essentiel qui est un ensemble de relations. Et là encore, vous voyez, un franc-maçon franc-maçon belge qui vient de mourir il y a quelques mois, Marcel Boldebal, aussi, qui a écrit des très beaux livres, a créé un néologisme que Carmora et moi-même nous avons repris dans nos livres, la reliance. Bon, c'est ça, cette idée de reliance. Hein. Religare, être relié à l'autre, et en son sens anglais, reliant, être en confiance avec l'autre. Le système de la reliance, pour moi, me paraît être cet ordre essentiel. C'est quoi cet ordre? Ce rapport qui existe finalement entre le microcosme, individu, personne, le macrocosme, l'univers, et le mésocosme, au milieu. Et pour ma part, j'ai essayé de montrer que justement, l'atelier, les Grégores, pouvait être ce mésocosme, hein, quelque chose qui est justement au milieu entre le micro et le macro. D'une certaine manière, ça me paraît être important. Et c'est là où je dis, on est dans un de ces moments où il faut trouver les mots chemin, provisoires, mais qui, justement, essaie au-delà d'une pensée abstraite, de penser l'entièreté. C'est Pythagore. Pour lui, quand il parlait de l'entièreté, il disait sagesse, force et beauté. C'est ça le cosmos. Et donc, le fait, c'est s'attacher, encore une fois, au-delà des pensées convenues, à essayer d'avoir cette dimension-là qui me paraît grave. En même temps, il faut avoir à l'esprit le fait qu'il y a justement des successions d'imaginaires. C'est ce qu'on a du mal à apprécier actuellement, enfin, à moment. Et on est dans un de ces moments où, dans le fond, on a peur des métamorphoses. Je dis crise, hein, qui n'est pas simplement économique. Crisis en grec, c'est le jugement qui est porté sur ce qui est en train de naître, sur ce qui est en train de cesser. C'est ça, crisis. Et d'une manière beaucoup plus triviale, mais non moins intéressante, crisis, c'est cet instrument oratoire, hein, le crible, hein, qui va rejeter ce qui doit être rejeté et garder ce qui mérite de l'être, la paille et le grain, tirant près. Voilà. Et donc, c'est un peu cela qui est en jeu. Puisque j'ai cité Joseph de Maistre, il avait cette petite formule, moi, qui me fait toujours rêver, c'est Gilbert Durand qui le rappelle dans les grands mythes fondateurs de la franc-maçonnerie, Joseph de Maistre, hein, Josephus a floribus, dans ses discussions avec Villermas de Lyon, il dit cette phrase, je la signale, quand Dieu efface, c'est qu'il se prépare à écrire. Ou encore, Dieu tient toujours, beaucoup plus simple mais non moins intéressant, Dieu tient toujours
la gomme et le crayon. Il y a en quelque sorte une espèce de va-et-vient qui, si je le dis d'une manière très simple mais non moins éclairante, c'est pour moi mon obsession théorique sur la longue durée. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est ça, ordo ad chaos, c'est ça. Il y a un monde qui peut cesser, mais ce n'est pas le monde en tant que tel qui va cesser, il faut voir. Voilà. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que, permettez-moi de rappeler trois petites banalités. Quand on prend le risque de m'inviter, chaque fois, je rappelle ces banalités de base, je saute. Tu es chez toi. Qui fait que, pardon? Tu es chez toi. Merci. Donc, tu vois, cette idée-là que je dis bien notre cerveau reptilien, c'est-à-dire pas celui instinctuel, pas le rationnel, ce qu'on a, pour le dire un peu simplement, je le rappelle toujours, intégré sans bien y faire attention, sucé avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, c'est un linéarisme. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et va inéluctablement arriver à un point B de civilisation absolue. Et qu'est-ce que c'est que cela? C'est là ce qui s'est élaboré pour moi le grand siècle moderne de la modernité, c'est le 19e siècle. C'est le mythe du progrès. Dans le livre La violence terre, qui est une partie de ma thèse d'État, je faisais à l'époque, c'était pas habituel, une critique du mythe du progrès et du progressisme. C'est un peu, je considère qu'il y a une différence fondamentale entre le progressisme et la philosophie progressive. Peut-être qu'on en discutera. Mais, donc là, pour ma part, dès l'abord, je montrais que c'est ceux qu'on a intégrés sans bien y faire attention. Hegel, philosophie de l'histoire. C'est bien ce que je viens de dire, l'humanité est partie de là, elle va arriver là-bas, etc. Et c'est le mythe du progrès qui va culminer, qui, de mon point de vue, continue à être cette, comment dire cela, le background de l'intelligentsia, en particulier en France. Une attitude marxisante. Ils ne connaissent pas Marx en plus d'ailleurs, mais ils intègrent ce système marxien, je dirais, dans la manière de penser le monde, alors que, là encore, tiens, Joseph de Maistre, le bon sens et la droite raison réunis. De Maistre rappelle que quand on regarde sur certains temps, il ne disait pas 2000 ans, moi je dis 2000 ans de temps d'observation, on se rend compte qu'il n'y a pas ce progressisme, il n'y a pas ce linéarisme, il n'y a pas cette philosophie de l'histoire, mais qu'il y a des époques. Alors là, ce n'est pas du latin, c'est du grec, époquet, époque, ça veut dire parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà. Vous avez compris que de mon point de vue, est en train de se fermer la parenthèse moderne, qui a commencé au XVIIe siècle, je le dirais, qui s'est confortée avec les Lumières, philosophie des Lumières, XVIIIe, qui s'est systématisée avec le XIXe, et puis le XXe, jusqu'aux années 50, si je puis le dire un peu trivialement, n'a fait que bouffer le capital. C'est-à-dire on n'a rien inventé véritablement. Voilà une époque qui s'achève. 3 siècles. Et on regarde, encore une fois, quand on a ces 2000 ans de temps, qu'il y a chaque 3 siècles et demi, ça dépend des observateurs, où on voit ce changement d'époque. Entre les époques, c'est ce que nous sommes actuellement, et d'un point de vue sémantique, je vous rends attentif à cela, il y a des périodes. Période, c'est quelques décennies. C'est ce que nous vivons. Période toujours crépusculaire, où on pressent ce qui est en train de s'achever, et on ne fait que balbutier sur ce qui est en train de naître. Je crois que c'est le moment actuel, encore une fois, où je fais esprit de dire on pressent ce qui est ces valeurs constituées la modernité dans lequel, pour moi, il n'y a pas lieu de cracher dans la soupe. Mais ce n'est plus ça qui est en jeu. Et en même temps, eh bien, il est important de voir. Et c'est là où il y a, j'y reviendrai tout à l'heure, il est important d'être attentif à ces jeunes générations. Ils ne se reconnaissent plus dans les valeurs modernes, valeurs officielles, la société officielle, et qui en même temps sont ceux qui sont en train de préfigurer, société officieuse, ce qui est en gestation. Voilà un peu l'attitude, moi, qui me paraît important. Et c'est là où il faut se rendre compte qu'il y a, très simple, de l'impermanence et de la continuité. Je disais fin d'un monde, etc. Juste pour la fine bouche, on a pu dire, et moi ça m'a toujours fait rêver, que la première phrase qui fut écrite dans la tradition culturelle de la nôtre, gréco-latine, en grec, Alexandrine de Milet, Genesis kai phtora, phtora kai Genesis. Très simplement, Genèse,
et déclin, déclin et genèse. Vous voyez, c'est très simple comme expression. On dit que c'est la première phrase que tu écris dans la Bible. Moi, elle me fait toujours rêver. Ça renvoie à ce que je viens de dire, impermanence et continuité. Mais il faut y être attentif, ça. On ne peut pas se contenter, dans le sens simple du terme, de répéter. Voilà ma première banalité. La seconde banalité, je le disais tout à l'heure, hein, il convient de trouver des mots. Michel Foucault, qui est pour moi un des grands inspirateurs, son livre fameux Les mots et les choses. Les mots et les choses. Bon, se rendant attentif au fait que, justement, il faut arriver en fonction de ce rapport, cette, pour ne pas dire dialectique, en termes savants, on appelle ça cette dialogie entre les mots et les choses. Et donc, il est important d'arriver à trouver, moi, ce que je dis actuellement, les mots les moins faux possibles. Pas encore des concepts. Comme c'est pire, c'est enfermé. Moi, j'ai toujours peur du concept. Par contre, des notions, allégories, c'est toute une manière de dire provisoirement, ce que j'appelais tout à l'heure, connaissance, naître avec, naître avec ce qui est en train d'émerger, et, donc rendre attentif au fait qu'il y ait des mots qu'on continue à employer qui ne sont plus pertinents. On entend, je dis tout à l'heure, la fameuse bien-pensance, sous ces diverses modulations, etc. Et rendre attentif à cela, vous connaissez la formule, il faut la redire souvent de Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne sait pas assez, c'est que quand Camus a cette formule, mal nommer les choses, etc., il est en train de lire la République de Platon, où Platon montre que quand il y a dégénérescence, l'expression est juste, il y a la fraude aux mots. Les mots sont la fraude, c'est pas des mots pertinents, ils sont impertinents. Et pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement et qui fait qu'il y a un déphasage très fort entre les élites et le peuple. C'est pas la peine, c'est pas mon propos aujourd'hui, je vais pas insister là-dessus. J'ai écrit d'ailleurs 2-3 livres sur ce thème des soulèvements, de l'ère des peurs, etc., qui a prédominé, mais que l'on voit chaque fois, si vous voulez, qu'il y a une fin d'époque, dans le sens que j'ai donné au mot époque. Et que donc on est dans un moment où il y a une circulation des élites, il faut avoir le courage. Et là, je crois que justement, une franc-maçonnerie qui ne se contente pas d'être un club, le sens que j'ai dit tout à l'heure, politiste, eh bien justement, doit participer à ces mots qui deviennent paroles, pour dire la chose d'une manière très simple, etc. Avec cette idée-là, il paraît important d'avoir à l'esprit, j'ai dit impermanence et continuité. J'emprunte ça à un sociologue américain, Sorokin, peu importe, qui a utilisé un mot très simple, et je vous y rends attentif, le mot de saturation. La saturation, c'est qu'il montre que les diverses molécules qui composent un corps donné, usure, fatigue, machin chose, ne peuvent plus rester ensemble, divorce, déstructuration de ce corps. Mais, et c'est le mais qui est important pour moi, ces mêmes molécules vont rentrer dans une autre composition. Et c'est ça, cette idée de saturation. Quelque chose, par lente sédimentation, le verre d'eau se remplit de grains, de sel, de sucre, et puis à un moment donné, il est saturé. Et l'idée de saturation montre que quelque chose d'autre renaît. Voilà mon hypothèse que je reprends. Voilà, pour insister, vous avez compris, contre le progressisme, contre cette idéologie, encore une fois, qui fut une idéologie spécifique de la modernité, mais qui n'est plus en phase et auquel on a du mal à prendre en compte. Vous voyez, 2 auteurs, je vais le dire là encore, au prix de m'en excuser en latin, mais moi, ces expressions me font rêver, c'est Othon de Frécine, qui est un philosophe du XIIIe siècle, théologien du XIIIe, et chrétien de Troyes, en littérature. Il utilise en latin cette idée de translatio imperii, translation d'empire. Voir comment il y a des successions d'empires. Et que quand il y a cette translatio imperii, il faut qu'il y ait une translatio studii, c'est-à-dire il faut penser cela. Il faut savoir le dire, puisqu'il y a, quand on sait, encore une fois régulièrement, ces processus de passage, décadence, renaissance. Il faut savoir penser, bien évidemment, et ça c'est le vrai problème pour moi actuellement, et c'est là où il faut être attentif, si vous voulez, à saisir l'imaginaire d'une époque. Je ne vais pas aller plus avant, mais je rappelle que Michel Foucault, que j'ai cité, rappelle qu'on ne peut bien comprendre une société, même plus qu'une société, une civilisation, quand on The recording has stopped. quelle est
il dit le mot épistémé. Épistémé. En grec, il y a deux mots pour dire la connaissance. C'est la théorie, théoria, la connaissance pure, et il y a l'épistémé. Épistémologie en français, nous avons. Mais l'épistémé, sous la plume de Foucault, c'est que, comment dire, une construction théorique qui permet une structuration de la société. Alors, l'exemple qu'il donne, c'est par exemple l'épistémé grec ou romaine, c'est la mythologie. Amours, des dieux, des déesses, etc. Avec, à partir de l'interprétation de cette épistémé, en la matière, ce qui est en jeu, il va y avoir une organisation de la cité. Par exemple, ce n'est pas la peine d'être grand clair, il montre que Athènes a une interprétation de la mythologie, c'est la vie athénienne. Sparte a une autre interprétation de la mythologie, c'est la vie spartiate. Vous voyez, c'est ça l'épistémie. C'est-à-dire le fait qu'il y a connaissance et qu'à partir de cette connaissance, qui n'est pas simplement désincarnée, il y a une incarnation qui est la structuration de la société sous ses diverses modulations. Du même ordre, dans le même ordre, un terme qui est plus connu, mais qui est important, sur lequel il est important de réfléchir, c'est le mot paradigme, qui est proposé par un historien des sciences américain qui s'appelle Thomas Kuhn. Il montre comment se fait-il que certains moments il y a tel lieu, qu'on ait telle découverte scientifique, telle application technologique, telle organisation de la société. Voilà. Et pas tel autre moment, tel autre. Et il dit, c'est en fonction du paradigme, la métaphore qu'il donne, le paradigme, on ne le sait pas, on n'y fait pas assez attention, il dit c'est une matrice. Une matrice peut être féconde, une matrice peut devenir inféconde. Et ça, vous voyez, ce changement des époques dans le sens includant. Et bien évidemment, c'est ce que Gilbert Durand a analysé toute sa carrière, ce thème de l'imaginaire. Quand il parlait de l'imaginaire, il disait, enfin, son œuvre est une œuvre conséquente, et pas aisée à lire d'ailleurs, les structures anthropologiques de l'imaginaire, mais quand il disait simplement ce qu'il en était, il disait c'est tout simplement une atmosphère, un climat. Et on est tributaire du climat. Et tout comme il y a, nous en sommes conscients actuellement, un changement climatique stricto sensu, eh bien, il faut accepter cette idée qu'il y a un changement climatique métaphorique, spirituel. Hein. Le climat change, hein, pas simplement stricto sensu, mais dans ce qu'il y a. Voilà, donc il faut être attentif à cela. Alors, en ce sens, un diagnostic et un pronostic. Alors, on oublie tout ce que je viens de dire, donc essayons de rentrer là maintenant sur le propos qui est le vôtre. Diagnostic, excusez-moi, je ne suis pas médecin, mais je devrais être peut-être. Diagnostic de ce que fut l'imaginaire moderne. Vous avez compris, pour moi, moderne, c'est 17e, moitié du 20e, quelque chose de cet ordre. Le trépied de la modernité, que l'on en soit ou pas conscient, c'est l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Voilà ce à partir de quoi se sont structurés, hein, puisque c'est Michel Foucault, pour ne pas le nommer, qui a montré l'analyse sur comment se constituent les systèmes, comment se constituent les associations, etc. au 19e, ça repose sur ce que je viens d'indiquer ici. Et pour moi, voilà ce qui fut mon grand travail tout au long de ma carrière, c'est de montrer que c'est l'individualisme qui a constitué cette modernité. Et que ça n'existe plus. Même si on répète, compte tenu de l'individualisme contemporain, etc., il suffit de traîner un peu dans la rue pour voir comment nos gosses, sortant de leur école, 15 minutes après, sont en liaison, téléphone portable à la main avec ceux qui viennent de quitter. Par exemple, pour dire, montrer que c'est pas. Mais restons là-dessus. L'individualisme, vous voyez, pour moi, les trois moments de création de cet individualisme, c'est bien sûr Descartes. Cogito, ergo sum. Le cogito ergo sum, on l'a sait, on a appris cette formule au lycée, mais on ne répète pas assez la suite de la formule. C'est cogito ergo sum in arcem meum. C'est-à-dire, je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Voilà, je dirais, cet individualisme philosophique, c'est la naissance de la modernité. N'oublions pas. D'ailleurs, Descartes le dit dans le discours de la méthode, celui qui pensait par lui-même, Moyen-Âge, était hérétique. Hérétique, hérétoque, ça veut dire se couper d'eux, se trancher par rapport aux autres. Donc voilà la naissance pour moi, et on ne le dira jamais assez de la modernité, un peu avant la réforme protestante, Luther, Gutenberg,
le texte sacré est traduit en langue profane, il n'y a pas nécessité d'un clergé qui l'interprète, sola fide, seule la foi. Et on voit bien comment c'est à partir de là que va naître d'ailleurs le monde capitaliste. Max Weber l'a bien montré à sa manière, mais c'est cet individualisme religieux. Et troisième moment, j'ai dit le 18e, la philosophie des Lumières. Parmi tous les philosophes, je rappelle l'importance de Rousseau. Deux livres de Rousseau, L'Émile et le contrat social. L'Émile, c'est un roman d'éducation. Je le redirai, educare. Il faut tirer le petit enfant qui est un barbare vers l'humanité, il faut le tirer de l'animalité vers la civilité. Et que quand ce processus d'éducation est réussi, il est un individu autonome. Autonomos, je suis ma propre loi. Et quand je suis autonome, je peux, deuxième livre de Rousseau, contrat social, le contrat économique, le contrat politique, contrat affectif, contrat de mariage sous ses diverses modulations. Voilà, retenez ce mot, très simple, autonomie. Et pour moi, je considère que ce mot d'autonomie, je dirais tout à l'heure, a fait son temps, mais est le fondement même, dans le fond, du grand système de transmission moderne. Le deuxième élément, je le dis rapidement, c'est tout à l'heure le rationalisme. Puisque j'ai cité Weber, dans l'éthique protestante, l'esprit du capitalisme, Weber a cette expression, tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Et que cela aboutit en allemand Entzauberung der Welt, le désenchantement du monde. On a traduit en français Entzauberung, mais Zauber en allemand, c'est le sorcier. Et magification du monde. C'est la sécularisation, l'évacuation de la religion, l'évacuation de la spiritualité, l'évacuation. Vous voyez, regardez cette expression, sécularisation, dans le sens fort du terme, qui est cette idée, et quand Weber le montre, c'est montrant en quelque sorte comment c'est ce qui va constituer la société moderne, en la matière de la grande idéologie américaine. Voilà un peu, si vous voulez, le fondement, le diagnostic. Le deuxième petite caractéristique qui n'est pas négligeable de la modernité, on dit qu'on comprend une civilisation quand on a saisi la topie. Alors en grec, topos, c'est le lieu. Topique, topos. Et la topique moderne, c'est la verticalité. Et c'est ce qui aboutit. La transmission, du coup, va se faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'éducation. L'éducation, moi je sais, toi tu sais pas. Je te tire. Et d'une certaine manière, éducation en latin, pédagogie en grec, mais ça veut dire pas idéa, c'est pas rien, ça veut dire que ce qui fait qu'on va tirer, en quelque sorte, cet enfant qui est vide, où il n'y a rien, ce jeune, et moi je sais, en gros, pour dire bref. Toute l'éducation repose sur ce processus du savoir et du débat. Et dès lors, ce qui va donner, là encore, une expression fort juste et une analyse pertinente de Durkheim, qui dit, pour bien comprendre un moment, il faut se dire quelle est la figure emblématique du moment. Et la figure emblématique de la modernité, l'exemple qu'il en donne, c'est l'adulte. Sérieux, rationnel, producteur, reproducteur. On voit bien comment ça va être le modèle, figure emblématique, c'est-à-dire le modèle à partir duquel on va se constituer. Vous voyez, moi je rappelle toujours qu'une bonne expression de cette figure emblématique, quand on regarde nos musées, un peu partout en France, on voit que la figure du bon bourgeois, c'est le costume 3 pièces, c'est comme toi, tu vois. Un gilet bedonnant, avec les chaînes de montre qui montrent bien qu'on a réussi. Voilà. Mais, comme c'est la figure emblématique, le jeune adolescent qui arrive, il est obligé de porter ce costume, alors qu'il n'est pas fait pour. Il est flanqué là-dedans, il est un peu perdu, puisque c'était fait pour le bourgeois bedonnant. Voilà une figure emblématique. Voilà. Et c'est intéressant de voir comment cela a caractérisé la modernité. Lacan a eu une expression très juste pour définir tout ça. Il dit la loi du père. C'est la loi du père qui va. Alors peu importe, moi je ne suis pas psy sous ces diverses modulations, mais l'expression me paraissait fort juste pour comprendre ce qui était en jeu dans cette figure-là. Voilà le diagnostic. Dans l'optique de ce que j'indiquais tout à l'heure, pronostic, voilà, il y a un autre imaginaire en gestation. Avec ce décalage, vous voyez, ça a mis entre l'officiel et l'officieux, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a ce décalage qui fait qu'on continue à déverser
ces valeurs, le mot d'ailleurs valeurs, ces valeurs qui sont censées être les nôtres, qui ne sont pas anthropologiques, qui sont les valeurs d'un moment, démocratie, sociale, liberté, tous ces mots pour moi ne veulent plus rien dire, mais ils continuent à être serinés, déversés, ce que j'appelle moi des Niagara d'eau tiède de bons sentiments. Ça se déverse d'une manière comme ça obsessionnelle. Et alors que ce qui est en jeu, de mon point de vue, c'est un changement en gestation. Toujours délicat, il statu nascendi, ce qui est à l'état naissant est toujours délicat, bien évidemment. Et pour moi, ben voilà, c'est que ça va être la tribu. Je disais alors la tribu, maintenant je ne dis plus trop cela. Ça va être l'émotionnel et ça va être la tradition. Au-delà des trois mots que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est à partir de quoi va se structurer ce que certains, je suis de cela, appellent la post-modernité. Cette post-modernité, on a du mal à le dire en France, repose essentiellement là-dessus. Alors en bref, vous voyez, c'est-à-dire que en fonction de l'esprit du temps, l'atmosphère, le climat, machin chose, là, cette réalité qui est le propre de tout un chacun, c'est-à-dire l'individualité. L'individualité, c'est physico-chimique. Vous êtes vous, moi je suis moi, etc. Suivant l'ère du temps, l'imaginaire, cette individualité va prendre la forme de l'individu, indivisible, ce que je viens de dire. À d'autres moments, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement, cette individualité va prendre la forme de la personne. Voilà ce que j'ai apporté au débat. Individu, personne. L'individu est individualisme. La personne est plus rien. Personne en latin, ça veut dire le masque. Et il faut à cet égard écouter. Et Rimbaud avait cette belle formule, je est un autre. Dans ce jeu est un autre rimbaudien, on a ce premier glissement. En quelque sorte, j'emprunte ici une expression de Heidegger, qui m'a beaucoup marqué. On est en train de passer de l'ère du jeu à l'ère du nous. C'est ce nous qui me paraît important. C'est là où je disais tribu. Maintenant, je préfère dire communauté. Un idéal communautaire en gestation. Dans le fond, on ne va pas réduire le monde, réduction, mais au contraire l'élargir. Pourquoi je dis réduire? Parce que c'est un de mes compatriotes que j'aime beaucoup, Auguste Comte, qui a créé la sociologie, réfléchissant sur la société. Il disait en latin reductio ad unum, réduire à l'un de l'identité individuelle, l'un de l'État-nation, l'un des grands systèmes, etc. Et l'expression de Comte était juste réduction. Là, quand je dis on est en train de passer à quelque chose d'autre, à ce nous, il n'y a plus cette réduction. Et c'est cela qu'il faut penser. Et c'est là où moi je dirais, c'est le cœur battant de la franc-maçonnerie. Encore une fois, j'ai dit égrégore. Mais peu importe les termes plus ou moins sophistiqués qu'on peut employer, mais dans le fond, c'est quelque chose de cet ordre où non plus l'autonomie, mais l'hétéronomie. C'est l'autre qui me donne la loi. C'est l'autre qui me dit comment je pense, comment je m'habille, comment je me comporte, comment je parle. Vous voyez, tout à l'avenant. Et c'est ce glissement, moi, qui me paraît être un peu actuellement. Et c'est là où il y a le trésor caché maçonnique, que j'appelais le trésor caché. C'est-à-dire quelque chose qui, d'une certaine manière, ne se voit pas, ne peut pas se dire, n'ose pas se dire, mais qui est le fondement même. C'est ce qui est le propre de la tradition. Moi, je crois qu'il y a retour, et on pourra en discuter si vous le désirez. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a chez ces jeunes générations ce retour de la tradition. Tradare. Ce qui a été donné, je le transforme. C'est ça la tradition, c'est ça la transmission. C'est pas autre chose, évidemment. Et cela aboutit à un oxymore que j'ai proposé, une éthique de l'esthétique. Vous dites éthique des fraternités, moi je dis éthique de l'esthétique. Pourquoi je dis éthique de l'esthétique? En son sens étymologique. L'aesthésis, dans la tradition grecque, c'était éprouver une émotion devant un tableau, une sculpture, une pièce musicale, etc. C'était ouvert. C'est une vibration commune. Et ce n'est qu'à partir du XVIIIe, quand on n'a pas de nommé, qu'on va appeler esthétique l'objet sur lequel se portait l'émotion. Le tableau, la sculpture, la pièce musicale, etc. Moi, quand je dis éthique de l'esthétique, eh bien, c'est revenir au contraire à ces vibrations. Et on voit comment, sociologiquement,
prie de m'excuser, on voit bien ces vibrations musicales, sportives, religieuses, consommatoires. Hein. Encore une fois, cette idée de vibration. Et c'est ça, pour moi, l'éthique de l'esthétique ou le tribalisme postmoderne. C'est-à-dire quelque chose, encore une fois, qui fait qu'on n'est pas... Rappelez-vous la formule que j'ai donnée tout à l'heure, hein, enfin, pardon, que Descartes a donnée, in arcem meum, dans la forteresse de mon esprit, quand ces jeunes disent « je m'éclate ». Hein, dans cet éclatement juvénile, il y a l'éclatement de la forteresse. Voyez, et c'est cela, à mon sens, qu'il convient de penser. Et bien sûr, qu'il faut accompagner. Pour moi, c'est cela qui est en jeu actuellement. Et du coup, la figure emblématique, si je reprends cette expression-là, ne va plus être l'adulte sérieux, machin chose, etc., que j'ai dit tout à l'heure. Mais alors voilà, c'est cette espèce de dualité puer et sénex, le vieil homme et l'enfant. Non pas encore une fois cet enfermement dans ce qui était le modèle, la figure emblématique moderne, mais au contraire, ce passage entre des pôles. Je dis bien, hein, le vieil homme et l'enfant, peu importe, on préfère le lire en latin, puer et sénex, où on voit régulièrement revenir cette idée du prince et de celui qui accompagne le prince, le sénex, le vieux. Voilà. Donc, ce rapport, cette dualité, je dis bien, qui me paraît être en jeu actuellement, et dès lors, la transmission va être autre. Elle ne va plus être, encore une fois, celle qui éducare, hein, qui tire, dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, ce qui est en jeu actuellement, c'est l'initiation. Vous comprenez en quoi la maçonnerie, justement, a quelque chose à jouer. L'initiation, à l'opposé de l'éducation, fait ressortir le trésor qui est là. Et c'est ce que j'ai développé dans mon livre, Le trésor caché. Bref, là, il y a un trésor et l'initiation s'emploie à faire, ne postule pas qu'il n'y ait rien, c'est ça la vraie différence, mais qu'il y a là quelque chose. Et que c'est quelque chose, il convient, dans le sens simple du terme, de l'accompagner. Alors, bien sûr que ce n'est pas forcément le terme initiation qui sera employé, mais ça me frappe dans mes discussions que je continue à avoir avec ces jeunes générations. Ils vont dire accompagnement, coaching, enfin, des quantités de termes qui renvoient à bien des égards à cette idée de l'initiation. Et c'est là où ce trésor maçonnique, de mon point de vue, au-delà du sociétal, au-delà du politique, est en phase avec l'esprit du temps. Une fois, et c'est uniquement si on est en phase avec l'esprit du temps qu'il y aura performativité, qu'il y aura productivité sous ces diverses modulations. Dès lors, le topos, si je fais le balancement que j'ai dit tout à l'heure, la topique, ça ne va pas être la verticalité, mais l'horizontalité. Et moi, j'ai proposé à cet égard de parler de la loi des frères. Oui, il y a la loi, mais la loi des frères, quelque chose qui va se partager. Et à l'opposé de la loi du père, vous avez compris, le macanien. Et quand je dis, moi, la loi des frères, c'est ça, c'est quelque chose qui va mettre l'accent pas simplement sur le rationalisme, tolérant à bien des égards, d'ailleurs, ce rationalisme. Moi, je ne fais pas une critique de la rationalité, mais du rationalisme. C'est différent. La rationalité, c'est un paramètre humain. À côté du ludique, du festif, de l'onirique, etc., c'est à certains moments, c'est la modernité qui a, en gros, systématisé ce paramètre, évacué les autres, en particulier la spiritualité. Et pour moi, il y a au contraire cette coincidentia oppositorum. Voilà. On est dans un moment où il y a la coïncidence de choses qu'on avait cru opposées, qui pouvaient être opposées, mais qui constituent d'une certaine manière le rapport entre l'ombre et la lumière. Un homme sans ombre n'existe pas. Une société sans ombre n'existe pas, en gros. Voilà. Et que donc, on a acte de ça, c'est pas aisé. Et pour vous donner encore mes sources, dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, mon ami et frère Gilbert Durand développe sa grande idée entre régime diurne et régime nocturne. Montrant qu'il y a des moments où c'est le régime diurne qui va prévaloir, d'autres moments où c'est le régime nocturne qui est là, en jeu, sous ces diverses modulations. Et pour moi, c'est cela qui fait qu'on n'est plus dans l'idéal démocratique qui a marqué la modernité, et encore une fois, avec ce titre, qui a donné des belles choses. Mais que mon propos, moi, c'est de dire qu'on est actuellement sur quelque chose qui est de cet ordre de l'idéal communautaire en gestation. Et que cet idéal, je dis bien en gestation, donc il est en train d'advenir,
pas tout dire ce que j'ai dit, quelques décennies, hein, des périodes intermédiaires, c'est quelques décennies. Alors pour moi, c'est ça, vous voyez. Alors, je disais, quelque sorte, cette belle métaphore de l'égrégore, n'a pas assez réfléchi. On traduit cet idéal communautaire en gestation. Ce que j'ai appelé, puisque je considère que le mot fraternité est par trop galvaudé, l'affrèrement, en reprenant ce vieux mot qui était le mot de la fratrie, fondamentalement médiéval. Voilà un peu le glissement dans la tradition. Je propose, moi, dans de mes livres et que je propose bien sûr à votre discussion. En conclusion, on est dans un moment éminemment paradoxal. Paradoxe, c'est quand il y a en quelque sorte, c'est au-delà de l'orthodoxie dominante sous ses diverses modulations. Le paradoxe, je vais vous la donner, c'est ma définition de modernité. Je dis, un peu compliqué, mais je l'explique, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque, non pas dans le sens habituel du terme archaïsme, ce qui est dépassé. En grec, arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Et pour moi, il y a cette synergie, encore une fois, de ces archés, de ces formes fondamentales et structurelles, si je puis dire ainsi, et du développement technologique Internet. C'est ça l'horizontalité. C'est ça qui fait qu'il est important de voir les réseaux, les blogs, les forums de discussion multipliés à l'infini. Bien évidemment, des expressions en ce sens qui renvoient, de mon point de vue, là encore, on a pour moi un des fondements maçonniques, l'entièreté de l'être. Cette idée d'entièreté, ce n'est pas un morceau, mais au contraire, c'est une espèce de conjonction. J'ai dit coïncidence, la coïncidence des choses qu'on avait cru opposer, et qui fait que, dans le fond, on peut penser le futur à partir des racines. Léon Bloy avait cette belle formule, le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. C'est celui qui se souvient de l'avenir. Et de fait, moi, ça a été tout mon travail dans la conquête du présent déjà à l'époque. Je montrais qu'il y avait l'oxymore que j'ai proposé et qui est, qu'on retrouve dans tous mes livres, ce que j'appelle, moi, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire que la plante humaine, tout d'un coup, se souvient que, comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Quand je dis enracinement dynamique, en rappelant que le mot dynamique, en grec, c'est la force. C'est à partir de ces racines, bien qu'il y a véritablement quelque chose qui permet véritablement d'être. Et là, je considère que c'est un des éléments essentiels de la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez, pour terminer, très simplement, trois mots. Ce qui a dominé la modernité, c'est la flèche du temps. C'est le progressisme. Demain, on reste pragmatiste. Les lendemains qui chantent. Et toute la tradition marxienne, marxiste, peu importe. La flèche du temps. À l'opposé de cela, vous aviez le cercle du même. Pour moi, ce n'est pas cela non. Ma proposition, ce que j'ai toujours soumis à la discussion, c'est la spirale. La spirale, c'est non pas la bas de la flèche, non pas le retour exact, mais quelque chose qui fait qu'on reprend des éléments, on les tord un peu. Et pour tout vous avouer, c'est cela, effectivement, la philosophie progressive, qui n'est pas le progressisme, au sens bête du terme, mais qui renvoie encore une fois à ce processus d'enracinement. Et que c'est à partir, encore une fois, de ces racines qu'il y a quelque chose qui peut amener la guérison. Heidegger, parce que la flèche du temps, c'est le grand concept keynésiano-marxiste, en fait, bon, dépassement. On va dépasser pour arriver à ceci, à cela. Heidegger, à la contre, propose un concept qui est beaucoup plus difficile à traduire en français, en allemand, Verwendung. Et quand on a essayé de traduire cela, pour ma part, j'ai essayé de le faire, c'est de dire reprise, distorsion, guérison. Voilà les trois connotations de ce terme en allemand. Reprise, on reprend un certain nombre de choses, pas exactement au même niveau, ça se tord, et c'est ce qui peut amener, de mon point de vue, oui, une guérison. Et je considère qu'au-delà du concept heideggerien,
Voilà ce qu'est pour moi le cœur battant de la maçonnerie. Cette reprise, quelque chose qui fait que d'une certaine manière, on l'évolue, on la complète, et que c'est qui peut amener une guérison. Et c'est en ce sens qu'il y a, de point de vue, au sein de la maçonnerie que j'ai dite traditionnelle, quelque chose qui est en phase avec l'esprit du temps. Voilà un peu, chers amis, ce que je vais soumettre à votre discussion. Merci beaucoup, Michel. Je vais rebondir. Je vais rebondir parce que ce que tu viens d'expliquer, en définitive, la faculté de penser, qui apparaît très importante, le fait de tordre les choses qui nous sont plus ou moins proposées et de les recréer, bien, je pense que c'est tout à fait dans notre rituel. C'est tout à fait la démarche de notre rituel et c'est le travail de la loge. Et c'est le travail de la loge. Et pourquoi je dis ça? Car je ne fais que de le répéter. Il ne s'agit pas de faire un moralisme. Quand on regarde les différents degrés, pour ceux au degré qu'ils sont chacun, et les valeurs qui sont sous-jacentes aux différents rituels, on se rend compte globalement que ça pourrait s'appeler un moralisme. Ce sont, comme tu l'as dit, des valeurs, le bien, la justice. C'est éminemment profane. Or, tout le travail que les francs-maçons de tradition ont à faire, c'est quelle est l'interprétation que je donne à ces valeurs, non pas comme on me les a en définitive données, mais de la manière dont je les sens, moi qui me trouve dans une société particulière, qui n'est pas celle du XVIIe siècle, qui n'est pas celle du XVIIIe ni du XXe, et nous avons à recréer les interprétations, c'est-à-dire les formes avec implication de chacun d'entre nous, de manière d'être dans une vérité, une authenticité, une sincérité vis-à-vis de l'autre, dans un endroit particulier qui est la loge, où on peut tout dire, dans la mesure, la loge, où, bénéficiant de ce côté émotionnel, tel que tu le disais, très primitif au grand maximum, cet égrégore, comment chacun d'entre nous est capable de faire vivre le rituel et faire vivre en quelque sorte les interprétations qu'il donne aux valeurs telles qu'elles évoluent, parce que c'est vrai que la liberté d'il y a 2 siècles, la justice il y a 2 siècles, surtout la justice, ne sont pas les mêmes choses que maintenant elles sont. Et là, on comprend tout à fait comment on est dans une vision à la fois de création, et je reprends le mot d'affrèrement, parce qu'il est très important par rapport à notre sujet qui est justement comment se couper de frères avec lesquels nous avons vécu, avec lesquels nous avons bénéficié de leur enseignement, bien souvent, même si nous avons un peu tordu la manière de ce qu'ils nous transmettaient pour avoir soi-même une certaine vision de la vérité qui se trouve en nous, comment nous la faisons sourdre, en quelque sorte, ordo ab chaos, comment notre ordre, notre vérité sort en définitive de situation. J'aimerais que tu me dises un peu par rapport à ces quelques phrases que je donne là, les devoirs
Alors, je sais que tu n'aimes pas trop le mot devoir, mais le mot droit non plus. C'est-à-dire cette sensation que l'on a d'être avec. Non, excusez-moi, ce que je n'aime pas, c'est les droits. Par contre, je crois que c'est important, c'est les devoirs. Non, j'ai pas voulu tout vous embêter avec mais les droits de l'homme, c'est une foutaise pour moi. Plutôt, non, c'est une foutaise. J'ai tort de dire ça. Ça s'est élaboré à un moment donné, c'est le 18e. La philosophie des Lumières. Il y a un très beau livre que je vous conseille, que vous connaissez peut-être, de Simone Veil. Quand je dis Veil, c'est la grande, la philosophe, pas l'autre. Un petit livre qui parut en 1947 qui s'appelle L'Enracinement. Et dans ce livre qui se lit aisément, elle montre justement qu'à côté des droits, il y a les devoirs. Elle dit même obligation. Ouais. Ça, c'est maçonnique. Alors que ce qui est sériné, c'est les droits de l'homme. Machin chose. Etc. Diverses manières. On a développement moraliste, je vais y revenir là-dessus, sur ces fameux droits, qui a abouti, pour moi, les droits de l'homme, c'est le wokisme actuel, qui ne fait qu'universaliser une particularité, tout comme les droits de l'homme avaient universalisé. Tu vois, donc j'insiste bien là-dessus. Hein. L'important, c'est les devoirs. Gardons le mot que propose Simone Veil, obligation. Voilà. Difficile à dire, hein, un moment où, dans la société officielle, domine ce wokisme. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est exactement ce qui est en jeu au Grand Orient. Et oui, pour ça que j'en parle. À partir du fameux sociétal, c'est ce que j'écris dans mon livre, hein, de Quand les lumières sont éteintes. Pendant longtemps, on avait essayé avec Durand, avec Bruno Etienne, avec certains, à rester là, hein, pour maintenir les enfants. Oui, on a vu comment, les 3 dernières décennies, même ça était plus possible, tu as compris, hein, et c'est pour ça que je me suis battu, ça n'a pas marché, j'ai démissionné, puis j'ai été exclu. Ce qui est amusant. Moi, je peux aller plus avant, mais d'un point de vue juridique, je crois que c'est un peu amusant. Voilà, donc c'est pour dire que c'est ça qui est important. Au-delà du droit, les devoirs. C'est ça qui est en gestation. C'est ce que ces jeunes générations sont en train de vivre. Il ne reste plus dans un truc comme ça général, mais au contraire, dans cet enracinement des obligations. Alors dès lors, je fais une distinction qui n'est pas évidente. Moi, ça a été, là encore, un de mes dadas, entre deux mots que l'on emploie l'un pour l'autre. La morale et l'éthique. Ganz verschieden, tout à fait différent. La morale est applicable en tout lieu et en tout temps, c'est l'universalisme. L'éthique, ethos, le mot ethos, en grec, c'est le ciment. Ce qui fait que... Le lien. Mais le mot beaucoup plus vulgaire, c'est ciment. Le ciment. À partir de quoi va se structurer. C'est ça la communauté. Alors, le moralisme, c'est ce qui tente à prédominer, c'est ce qui est galvaudé dans les planches sociétales, hein, ou politiques, fondamentalement, alors que l'éthique, vous dites, vous, éthique et fraternité, hein, c'est ça. Hein. Vous avez compris, moi je dis éthique de l'esthétique. Expliquez ce que je voulais dire. Je crois que c'est mieux l'éthique et fraternité. Mais dans le fond, quelque chose qui fait qu'il va y avoir un ciment à partir, bien évidemment, alors moi je dis affrèrement, peu importe les termes, hein, quelque chose qui fait qu'on est lié à l'autre. Voilà, mais soyons attentifs à ça, hein, la différence entre la morale et l'éthique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et que c'est ça, je termine, excusez-moi, ouais, et que c'est ça qui est en jeu, mais bien sûr, dans la loge. Dans la loge, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a lieu de réfléchir sur cette égrégore, dans le sens simple du terme. On sait qu'il y a des différentes interprétations sur ce terme, parfois un peu péjorative. Égrégore, grec, c'est le troupeau. Hein. C'est ça que ça peut renvoyer à cette interprétation. Mais une autre interprétation qui est la création d'un savoir commun. Hein. Il y a les deux sens du mot égrégore. Et donc, pour moi, c'est ça qui est en jeu dans l'éthique, dans le sens propre du terme. Voilà. Vous avez compris, je l'ai dit tout à l'heure. On est dans un moment difficile. Parce qu'on continue à sériner des mots qui n'ont plus de sens, mais qui sont officiels, qui sont diffusés, et qui sont de manière un peu très annuelle, alors qu'il y a lieu d'être attentif, encore une fois, d'une manière provisoire, à ces créations, en particulier juvéniles. C'est pour ça que je dis puer et senex.
C'est là où je dis qu'il y a cette espèce d'interaction dans le sens fort du terme, qui n'est plus du tout ce qui avait prévalu durant la modernité. Voilà. Alors, excuse-moi. Non, mais pas du tout, tu n'as pas à t'excuser, au contraire, on t'a fait venir justement pour cela. Je reviens à éthique et fraternité, justement, parce que c'est l'objet d'essayer de penser cela, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons dans les différentes loges qui sont les nôtres, sur justement, comment dire, ces différentes valeurs qui sont à l'intérieur de nos rituels et dont nous essayons de trouver en quelque sorte, et c'est ça la connaissance, comment elle s'articule dans une société bien particulière, et au fur et à mesure, avec ces frères nouveaux qui viennent, que nous initions, et qui rentrent dans ce processus, bien sûr, de manière, comment dire, à leur faire sortir de la manière dont ils tordront les différents éléments que l'on est capable de leur transmettre pour en faire une propre vérité. N'oublions pas que dès le 4e degré, la question, c'est la recherche de la vérité. Et d'autre part, tout ce qui est le rite écossais ancien accepté, c'est de postuler que la vérité est en chacun d'entre nous. Et ça, c'est important. Et là-dessus, et j'aimerais avoir ton sentiment, ton côté d'autonomie et maintenant, au contraire, l'autre, la nécessité de l'autre, c'est-à-dire j'ai beau avoir moi-même un trésor caché, si je veux qu'il y ait société, si je veux qu'il y ait transmission, si je veux qu'il y ait compréhension entre nous, encore faut-il que je fasse ce mouvement vers l'autre. Et que l'autre, bien entendu, puisse, et c'est peut-être là la difficulté, accepter cette règle, qui est la règle de la loge, et qui, dès que le nouveau arrive, bien entendu, il se plie en quelque sorte. On a appelé ça la fraternité, on s'embrasse, on se tutoie, et c'est vrai que tous les actes de la vie qu'on peut faire deviennent totalement différents. Donc, on, on, on construit quelque chose qui est une imagination commune, on appellerait cela en ce moment un métavers, c'est-à-dire comment on vit de manière différente les uns et les autres. Est-ce que tu peux réagir à cela? Oui, puisque tu as fait référence à ce livre fort ennuyeux. Non. La conquête du présent. Eh bien sûr. À l'époque, dans la conquête du présent, et c'était pas chic et c'était pas de mode, j'ai insisté sur l'idée du rituel. Eh bien sûr. Rituel. Et en montrant comment, alors qu'on avait évacué les rituels dans la modernité, dans la sécularisation, etc., il y avait quelque chose qui faisait que dans les rituels, on vivait des mythes et on vivait des mystères. Mais le mythe et le mystère, c'est ce qui unit des initiés entre eux, sur la longue durée. On le voit, je dirais, quand on regarde les diverses sociétés ésotériques, reposent exactement sur ces rituels, qui ne font, je dirais, que rendre visible l'invisible. Voilà ma définition des rituels. Ça rend visible cet invisible à partir duquel il y a une structuration de ce qu'on est. Alors, en effet, moi, je l'ai souvent dit, tu viens de reprendre ça, c'est ça l'autre, non pas la réduction. Moi, j'ai dit que l'autre en 3 dimensions. L'autre du groupe, de la communauté, c'est ça l'autre, la altérité. L'autre de la nature, que je ne domine pas, simplement, puisque rappelez-vous, dans le discours de la méthode, Descartes montre que c'est l'homme comme un maître et possesseur de la nature, un sujet dominant un objet. Et on voit bien comment il y a quelque chose d'autre, c'était une réduction de l'altérité naturelle. Moi, un de mes livres s'appelle Écosophie. Je critique l'économie, la loi sur la maison, je critique l'écologie, qui sont tous des politiques, des écologistes contemporains, et j'ai créé cette idée de écosophie, c'est-à-dire la sagesse de la maison commune. C'est donc un rapport
à cet autre de la nature qui n'est pas ou qui n'est plus simplement un rapport de domination, mais d'interaction. Et puis, bien sûr, l'autre avec un grand A, l'autre du divin. Voilà. Donc, on voit bien quand je dis dépassement de la réduction, hein, c'est cette ouverture à l'autre, j'ai bien dit, hein, l'autre du groupe, de la communauté, l'autre de la nature et l'autre de la déité, toutes ces diverses modulations. Et pour moi, voilà ce qui est en train de changer actuellement. Voilà ce qui est en train de se vivre, et soyons-y attentifs, chez ces jeunes générations, hein, puisque c'est ça qui est important, hein, comment on parle de ça, et que donc, je ne l'ai pas dit en in fine, mais moi je dis toujours, à chaque époque, rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Ça peut aussi devenir un cauchemar. Hein, sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, on voit bien. Mais c'est là où je maintiens qu'il y a le fil rouge de la franc-maçonnerie, donc d'accompagner ce rêve. Et bien, encore une fois, de mon point de vue, cet autre rapport à l'altérité. Voilà. Donc oui, je crois que c'est important. Et c'est le rituel qui rend visible, hein, j'ai bien dit, cette force invisible des diverses modulations. Et on voit bien comment, dans certaines obédiences, le rituel est totalement dévalorisé, absolument pas mis en valeur, même sont-ils qu'on vient de se moquer, même, d'une certaine manière, alors que pour moi, là, il y a au contraire ce cœur battant. Hein, j'ai bien dit, vous voyez j'ai eu pour ami et frère quelqu'un avec qui j'étais totalement opposé, qui était Charles Porcé. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, Charles Porcé, un historien de la maçonnerie. Il était tout ce que je ne suis pas, j'étais tout ce qui n'était trop. Hein. On était dans la même loge pour dire, on a même créé une loge ensemble. Il était rationaliste, vous avez compris, ce n'était pas mon propos, il était progressiste, ce n'était pas mon propos, etc., etc. Il était pubiste, et on s'aimait beaucoup. Et il a écrit un très beau livre. Il s'appelle Hiram sans culotte. Pourquoi Hiram sans culotte? C'est qu'il a montré justement comment, en 18e, la maçonnerie était en phase avec l'esprit du temps, la Révolution française. Et que c'est parce qu'il y avait cet accord, hein, l'ère du temps, hein, l'esprit du temps, etc., qu'il y a eu le développement de la maçonnerie. Donc son Hiram sans culotte est un livre intéressant. Vous avez compris, hein, j'étais en désaccord avec lui, mais en même temps, je ne peux que reconnaître ça. Et mon hypothèse, c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'il faut retrouver cet accord qui existait entre la maçonnerie et l'esprit du temps de l'époque du XVIIIe, eh c'est exactement le même enjeu actuel. Hein, c'est-à-dire être attentif à cet impératif atmosphérique, hein, ce changement dans l'imaginaire. Voilà, voilà. Donc le rituel, pour moi, c'est une des choses les plus importantes et qui est totalement galvaudé dans ce sociétal. Voilà. Le fantasme du sociétal. Je suis très gêné avec ce mot, pour tout vous avouer, de sociétal, parce que à l'époque, j'utilise le mot sociétal. Mais oui, pourquoi? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Donc, ma formation, vous l'avez compris, est une formation assez de la philosophie allemande. Et dans cette tradition, quand, par exemple, Lukács, un philosophe, voulait montrer l'importance de l'objet, il disait objectal. Quand Heidegger voulait montrer l'importance de l'histoire, il disait historial. Quand Gilbert Durand ou Corbin voulait montrer l'importance de l'imaginaire, il disait imaginal. Et moi, je disais à l'époque, dans ma thèse d'état sociétal, pour montrer quelque chose qui n'est pas simplement le social rationnel. Et puis maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Quand on n'a rien à dire, on dit sociétal. Et ça me gêne énormément actuellement. Je n'emploie plus ce mot parce que, alors que structurellement, je l'aimais, pour les raisons que je viens d'indiquer. Hein, il disait un peu le background, hein, le sous-sol de toute vie sociale. Maintenant, on ne peut plus l'employer parce qu'encore une fois, c'est un terme qui dit tout et n'importe quoi. Voilà, je ferme ma parenthèse sociétale. Mais l'importance du rituel est prononcée la chose aussi. Est-ce que vous avez une question à poser à notre frère Michel? Je dois pour la fondation de la Grande justement. Voilà. Voilà. Donc, quoi, il y a une concurrence à la fondation de la Grande Loge nationale française. Ah, d'accord. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez une question? Je t'en prie. Oui, j'aurais une question, parce que, bon, évidemment, j'étais absolument passionné. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de transmission, bon, c'est le coaching d'aujourd'hui, quand vous avez parlé de la verticalité qui revient à l'horizontalité, moi je suis issu des arts martiaux et je suis encore traîné beaucoup dans ce milieu-là.
avec la loi des frères, avec la loi des réseaux sociaux, avec toutes ces choses-là, évident que on est passé complètement de la verticalité, même si on regarde encore par rapport au sensei, par rapport dans le domaine des arts martiaux, mais énormément à l'horizontalité. Et la question que je voulais vous poser, parce que vous l'avez indiqué, j'ai pas compris, pourquoi est-ce que vous avez dit à un moment, je me refuse à parler de la notion tribale, même si manifestement c'est quelque chose comment dirais-je, qui vous a énormément tenté et que vous avez parfaitement adhéré à cette notion pendant une période. Non, 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 j'ai dit quelque chose de cet ordre. Oui. Mais pas tout à fait. Oui, c'est possible. Oui, pas tout à fait. Non, c'est-à-dire que, oui, j'ai écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle Les Temps des tribus. Je viens d'être réédité, 6e édition, là, en mars dernier. Donc, je maintiens ce titre. Je fais une préface, une mise en tenue. Mais, voilà, je voulais donner une connotation plus optimiste au mot tribu, et c'est pour ça que je préfère le mot communauté, c'est tout. Le tribu, ça renvoie à une perspective ethnologique à un enfermement. Etc. Alors que la communauté, mais je maintiens quand même le tribu. Je n'ai pas dit que je le niais tout à fait. Hein. Pas dit que disons que je préfère actuellement parler d'idéal communautaire. Je préfère. J'ai le choix en disant, dans ma tête, peut-être en vieillissant, que le mot de communauté me paraît plus optimiste ou me paraît plus pertinent, on va dire, que le mot de tribalisme qui renvoie à une forme d'enfermement. Tu vois, c'est un peu ça que je voulais dire. Mais non, je maintiens, moi, pour lire mon livre, Le Temps des tribus. Ça marche. Merci. Il date de 88, je ne sais plus combien, 87, mais il reste. Voilà. Il se trouve qu'un peu comme sociétal que j'emploie plus, je préfère dire maintenant communautaire. Voilà. C'est un problème pigé, ça, de précision des termes et des choix. Merci bien. Est-ce que vous avez une autre question à poser? Ce serait... Oui, si je peux, oui, je t'en prie. Monsieur le professeur, mon très cher frère, je vous ai trouvé un petit peu optimiste. Un peu optimiste. Oui. Non, ne tiquez pas, ne tiquez pas. Non, moi, lorsque vous appelez la synergie entre les archées et le développement technologique. Oui. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression, j'y vois plutôt une relation dialectique et une opposition entre les archées et ce qu'on peut appeler le logos de la techné, c'est-à-dire la domination planétaire de la technique, dont nous finissons par ne plus être que des prédicats. L'arché, ça me semble plutôt le moyen d'éviter cette domination. Et donc je vois mal comment on peut associer l'un à l'autre en synergie. Voilà, c'était le sens de ma question. Non. Le dernier point, une proposition de traduction de faire face c'est essorage, la torsion qui libère. Voilà. L'essorage. Oui. En loge, nous essorons. On essore. Non, mais bien sûr. Non, je ne suis pas optimiste. Je sais que, même j'ai employé le mot il y a un instant, on me qualifie d'optimiste dans mes écrits, etc. Moi, je suis réaliste. Réaliste dans le sens, il se trouve que, comme ça, c'est un peu curieux, je suis un spécialiste de saint Thomas d'Aquin, spécialiste, enfin un connaisseur et un amateur de saint Thomas d'Aquin, qui s'inspirait lui-même d'Aristote et qui montre en quelque sorte ce qu'on a pu dire que sa pensée était une pensée réaliste, c'est-à-dire qu'il va unir des choses différentes. Par exemple, je vais donner cet exemple, moi qui me paraît correct. Il le dit, je le dis en latin et je le traduis, nihil est in intellectu qui non prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'est d'abord été dans les sens. C'est ça le réalisme. C'est-à-dire non pas la coupure du corps et de l'esprit, mais le rituel en est une expression. C'est à partir du sens, des sens, du corps, il y a une manière de penser. Voilà, c'est ça le réalisme. Alors, soyons clairs. Sur les réseaux sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le meilleur et le pire, bien évidemment. Mais on a trop tendance à voir le pire et on ne veut pas ou on ne sait pas voir le meilleur. Puisque je viens de citer saint Thomas d'Aquin. Sur les réseaux sociaux, il y a, moi, j'ai trouvé, et je suis en discussion, avec une quarantaine de groupes de jeunes, pas des philosophes, qui travaillent sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Grâce
aux réseaux, alors que c'est chiant la sociologie. Moi, je l'ai rapporté de main, chaque jour je la consulte, c'est pas la question. Et il y a un effort à faire constamment pour voir en quoi ce qu'il dit, comment je peux la juger, etc. Et 40 groupes de petits et d'ingénieurs, enfin machin, je ne voyais pas du tout des philosophes, et qui travaillent sur avec lesquels on est en discussion. Et on discute sur tel ou tel point de façon. Voilà, je donne ces exemples ridicules pour montrer qu'il n'y a pas que, comment dire, un échangisme, des réseaux sexuels ou d'autres réseaux de divers ordres. Il y a ça et ça. Et il me paraît qu'on a trop tendance à voir le pire et qu'on ne sait pas voir le meilleur. Oui. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais à l'époque maître assistant à Strasbourg, et avec des chercheurs qui dépendaient de moi, je leur avais demandé de travailler sur le Minitel, à l'époque, ce qui s'appelait le Minitel, qui est un truc de l'armée, on le sait, avec le grade. Et ils montraient qu'à côté du Minitel, il y avait le 3615. Plutôt, pardon, au sein du Minitel, il y avait le 3615, c'est-à-dire les trucs d'érotisme, de conjonction sexuelle, etc., etc. Et c'était amusant, et c'est à partir de là que moi j'ai proposé là une notion qui est pour moi importante et qui est ma vraie réponse. Dans ces structures générales et officielles, il y a toujours de la ruse. Et que c'est la ruse qui permet la perdurance de la vie. Il y avait le Minitel, on sait ce que c'était. Il y avait la ruse, je rusais avec le système. Actuellement, c'est Internet, et pour moi, il y a de la ruse. Alors, je viens de donner cet exemple des groupes thomistes de saint Thomas d'Aquin, mais on peut le trouver sur d'autres exemples. Il se trouve qu'il y a aussi les échangismes sexuels, mais beaucoup d'autres choses, de générosité, d'entraide, de solidarité. Et moi, un de mes chercheurs a fait une étude montrant que sur Internet, il y avait ces mots archaïques: solidarité, échange, partage, etc., 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 qui sont des vieux mots, qui ne correspondent pas à la grande logique économique. Des mots que j'appelle archaïques, dans le sens que j'ai donné au mot. Et c'est amusant de voir que ce sont des mots qui se diffractent, qui se développent, et qui traduisent des manières d'être ensemble, Zusammensein, être ensemble. Et voilà en quel sens, j'ai bien dit, moi je ne nie pas, je ne veux pas être un bécassou, je ne nie pas le fait qu'il y ait cette dimension surplombante, bien évidemment. Mais en même temps, moi, le fil rouge de mon travail, c'est d'être attentif à la ruse. Et que c'est la ruse qui permet la perdurance. C'est la ruse qui est une forme de résistance. Donc voilà ma position réaliste. Pas optimiste, mais réaliste. J'insiste un peu là-dessus. Une autre question? On va peut-être demander, mes frères, vous avez peut-être l'un d'entre vous une question à poser. Je veux bien poser une question à partir du Maroc. Tu as la parole, même du Maroc, il n'y a aucun problème. Bonjour mon frère Christian et Michel, bien sûr, à tout le monde. Je vous ai pris un petit peu en retard parce que je me suis fait avoir par le décalage horaire. Donc, j'interviens un peu, peut-être à brûle pour point. Ce qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est lorsque Michel, je crois, a dit que la maçonnerie, simplement, d'une des évolutions de la franc-maçonnerie, sinon son devoir, j'ai envie de dire, c'est de s'adapter à son temps. Alors, bien sûr, c'est important de progresser, je dirais. Mais en même temps, n'y a-t-il pas en franc-maçonnerie des valeurs qui sont hors du temps, qu'il faut défendre coûte que coûte, et je dirais même les affirmer. Donc voilà, je ne sais pas si ma question tombe un petit peu à côté de la plaque, mais voilà. Elle est excellente, elle est excellente. Il va y avoir, je peux répondre déjà, il va y avoir au mois d'avril un grand colloque à Marrakech sur tout mon travail. Je suis à Marrakech en ce moment. Il va y avoir une centaine de chercheurs qui vont travailler sur mes livres traduits en arabe. Bon, non, attention, j'ai insisté, peut-être on ne l'a pas assez dit dans le cadre de cet exposé aujourd'hui, l'importance de la tradition. C'est-à-dire ce que j'appelle, moi, ma réponse, elle est là, l'enracinement dynamique.
C'est-à-dire qu'il y a, et la maçonnerie est pour moi cette racine. C'est-à-dire quand je dis bien que ce n'est plus dans le progressisme, mais dans la progressivité. Voilà ma différence fondamentale. Donc, je ne nie pas l'ordre de la tradition, au contraire. On me l'a même, tout vous avouer, ce fut un des grands reproches qui m'a été fait par mes chers collègues. Je n'étais pas progressiste, j'étais réactionnaire. Oui, je suis réactionnaire et pas conservateur. Voilà la différence. Le Joseph de Metz qui faisait cette nuance. Réactionnaire, réactionnaire, c'est-à-dire être attentif, tradare, hein, j'ai bien dit, tradare, hein, ce qui est là donné, tout simplement. Et que la modernité a évacué cette rouleau compresseur, le rationalisme a évacué cette tradition. Moi, au contraire, c'est le fil rouge de quantité de mes livres. Il y a même des chapitres entiers sur le thème de tradition, dans le sens fort du terme. Et je considère, bien sûr, à partir de ce que fut mon expérience maçonnique, aussi que la maçonnerie, j'ai bien dit traditionnelle, hein, j'ai commencé par ça, au début. Et j'ai terminé en parlant de la maçonnerie traditionnelle. Et justement, cette maçonnerie enracinée. Voilà. Une autre question? Allez, mes frères, profitez. Il y a Serge. Ah, très bien. Serge Barthélémy, la parole. Bonjour à tous. Je voudrais revenir sur le propos de Michel concernant la période de changement qu'il semble percevoir hein, dans nos sociétés, si j'ai bien compris. Quand on parle de changement, ça veut dire qu'on oppose à des périodes de stabilité. Est-ce que c'est bien ça? Moi, je pensais que le changement était permanent, justement. Que on ne parlait que toujours du clapotis, comme tu l'as dit, des choses secondes. Et que la permanence était effectivement dans nos rituels. Mais est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Est-ce qu'il y a des cycles de périodes stables et des périodes de changement? Est-ce que tu peux répéter parce que Michel n'a pas bien entendu? Est-ce qu'il y a des cycles? Voilà. Voilà, des cycles de Un téléphone qui sonnait dans mes oreilles. Oui. Ah, c'est pour Est-ce qu'il y a des cycles par rapport à des valeurs par rapport au changement? Parce qu'il y a changement. Je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Est-ce qu'il y a des cycles et par rapport à des valeurs permanentes? Voilà. Non, mais bien sûr, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait, j'emploie plus trop le mot cycle. Hein, je préfère l'image de la spirale, hein, plutôt que le mot cycle exactement. Mais c'est pour dire qu'on n'est pas simplement dans un linéaire, j'ai employé le mot tout au début, un linéarisme hein, assuré de lui-même, qui est la mythologie du progrès. Soyons clairs, moi c'était ma critique dans mes premiers livres, je critiquais le mythe du progrès. Mythe du progrès, il était devenu une forme religieuse quasiment. Mais au contraire, il y a à bien des égards retour de cette dimension traditionnelle. Alors voilà, alors j'ai proposé in fine cette image de la spirale. Et l'image de la spirale veut rendre attentif au fait qu'on reprend des éléments enracinés. Hein. Retiens ça, mon oxymore essentiel, enracinement dynamique. Voilà. Dans cet oxymore, ça résume mon propos. Enracinement dynamique. C'est-à-dire que c'est à partir de ces racines qu'il y a à un certain moment un ressurgissement vital. Donc le changement est permanent. Oui, oui. Il y a un processus évolutif. D'accord. Il vient d'obtenir là, hier, le prix Nobel de machin chose. Là. De physique Hein? Quantique, oui. Oui, voilà, ben c'est ça. Moi, je suis nul. D'une certaine manière, c'est ce processus qui est ce processus d'évolution. Tunnel de la médecine quantique. Ouais. Une dernière question, peut-être? Non, vous avez mangé, vous. Moi, j'ai... Alors, il y a Je veux bien oui, parce que la dernière. La dernière question, volontiers. Évidemment, c'est palpitant et très intéressant. Moi, je m'intéresse à la question de la nouvelle génération, celle qu'on appelle la génération Z. Appelons ça, en gros, les jeunes 25-35 ans, disons, hein, et qui sont évidemment aujourd'hui dans une autre configuration, une autre réflexion et d'action. Et alors, comme si d'ailleurs le mythe du progressisme, c'est-à-dire le mythe du grand soir qui est pour demain volé en éclats, n'existait plus, et ce qui dit d'ailleurs en même temps qu'on n'est pas dans une démarche de recherche du salut, certainement.
Mais ma question, c'est la suivante. Comment essayer comment cette nouvelle génération pourrait-elle s'ancrer dans une tradition qu'elle ignore au fond? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Alors, évidemment, vous avez évoqué très significativement le fait que nous ne sommes plus dans la verticalité maître-élève pour transmettre, mais beaucoup plus dans une démarche d'horizontalité. Et c'est toute la force de la maçonnerie, nos ateliers. Mais en fait, toute cette génération Z, je m'interroge, moi, sur son évolution. Et je termine là-dessus parce que j'ai échangé récemment avec un jeune de 25-26 ans qui passe la moitié de son temps, la nuit d'ailleurs, à créer des jeux sur Internet. C'est son boulot, c'est son revenu. L'autre moitié du temps, il est sur les réseaux sociaux. Alors, parmi vous êtes avec le monde complet, il dit non, je suis dans une extrême solitude. Ben oui. Et la troisième moitié du temps. Alors moi, c'est pas mon sentiment, voilà. Tu as compris, c'est pas mon sentiment, hein, c'est-à-dire que ça se discute. Il se trouve que une fois par semaine, le vendredi, je fais un petit apéro chez moi avec des jeunes de 25 ans. Alors on va venir. Non, j'ai des jeunes de 25 ans. Tel ou tel jeune qui ont lu tel ou tel de mes livres, qui Internet aidant sont rentrés en contact, ma porte est ouverte et mes bouteilles de vin aussi. Si bien que chaque vendredi, ça varie. Et c'est là où j'ai appris qu'il y avait une vraie vitalité et cet enracinement. J'apprends d'eux. J'ai appris d'eux. Moi, je suis plus prof en fac, mais on oublie les exemples que je viens de donner. Mais en tout cas, il est symptomatique du fait que, ayant lu tel ou tel livre, ils ont envie de réfléchir, de discuter, etc. Et il y a de la vraie discussion. Alors bien sûr, moi je ne lis pas l'exemple que je donnais, l'exil, c'est évident. Mais qu'avoir cela, on oublie par trop qu'il y a cette espèce de vitalisme et de vitalité chez ces jeunes. Moi je ne peux que dire ça. Je l'ai vu, je le vois. Pour tout vous avouer même, quelques-uns sont rentrés à la Génélève. Que j'ai envoyé à notre ami Christian Hervé, il y en a 2 ou 3, etc. C'est 5 ans, 25 ans, 22 ans, 23 ans. Voilà. Ils ne sont pas rentrés au Grand Orient. Est-ce que ce n'est pas une minorité parmi la jeunesse? Alors, c'est toujours difficile, on ne peut plus parler en termes de classe sociale, ni de catégorie sociale. Hein. C'est transnage. Il y a quelque chose qui fait que nos modes d'analyse, qui ont été marxistes et les classes sociales, qui on n'était pas marxistes, mais on parlait des catégories socio-professionnelles, voilà, pour moi, ça n'existe plus, ça. Ni les classes, ni les catégories socio-professionnelles. Alors, il n'y a que des minorités dans ce sens. Je suis d'accord, oui, on peut dire que c'est une minorité, mais dans le fond, ce qu'est notre société actuellement, ben, c'est la mosaïque. Oui, c'est ça. C'est la mosaïque. Il faut accepter cette idée de mosaïque, hein, encore une fois, qui fait qu'il peut y avoir une cohésion, alors que ce ne sont que des minorités. Je suis d'accord. Ce ne sont que des minorités. Mais des minorités, vous voyez, c'est pour ça que le mot tribu me gêne un peu, parce qu'on est officiellement d'une tribu pour toujours. Tandis que, et j'avais provoqué en disant le temps des tribus, c'était une provocation. Montrer qu'on n'était plus dans une république une indivisible, mais que la Respublica, ça allait être cette mosaïque. Je prenais d'ailleurs une métaphore de la mosaïque, où il y a de la cohésion, alors que chaque pièce garde sa spécificité, etc. Et c'est pour ça que je préfère le mot communauté actuellement, hein, parce que la mosaïque, c'est un ensemble de communautés. Mais la personne fait qu'on n'est plus dans une tribu d'une manière intangible, mais je vais virevolter d'une communauté à l'autre. C'est ça qui me paraît être en jeu. Voilà, donc, alors, c'est vrai que c'est des minorités, mais soyons attentifs qu'on n'est plus dans quelque chose qui est l'idée de la République une indivisible. Mais est-ce qu'on saurait cette coexistence, ce patchwork, cette symphonie de communautés minoritaires, est-ce que c'est pas quelque part le passage vers l'Empire? Un empire, après tout, c'est précisément ça. C'est la coexistence de peuples, de territoires différents. Et nous, en tant que maçons du rite écossais, le thème du Saint-Empire est quelque chose qui nous est extrêmement prégnant. Voilà. Je n'ai pas osé le dire, et je l'ai écrit dans mes livres, je parle du Saint-Empire romain germanique. Voilà, ouais. Et que, de mon point de vue, il y a retour de cette idée du Saint-Empire romain germanique.
Qu'est-ce que c'était le Saint-Empire romain germanique? C'est-à-dire, moi je viens de terminer un livre avec Cantorodi sur Frédéric II, Sicile, qui était un des derniers empereurs du Saint-Empire romain germanique. Lisez ce livre de Frédéric II, 600 pages, mais passionnant à lire, et qui montre bien qu'il y avait une union symbolique, et puis la réalité du pouvoir, si je puis dire, c'était le canton, c'était la ville, c'était machin chose, enfin peu importe. Le localisme. Là. Pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. Non pas l'Europe étatique que nous connaissons, mais le retour du Saint-Empire romain. Et symbolique, qui unit symboliquement, dans le sens symbolé, dit bien ce que ça veut dire en grec, c'est-à-dire cette union, l'unicité. Et pour moi, il y a cette union symbolique du Saint-Empire. Alors, c'est difficile quand on dit ça, Saint-Empire romain germanique, ça fait peur en général. Mais moi, je maintiens qu'il y a quelque chose de cet ordre. Peut-être que j'aime la pensée allemande. La Confédération du Rhin. Vous voyez, quelque chose de cet ordre symbolique. Mais puis la réalité, moi, chez moi, quand on dit Loupaï, en patois, on dit le pays, c'est là autour, les 3 villages qui constituent Loupaïs, le pays, etc. C'est là. Mais en même temps, il y a cette espèce de reconnaissance dans un ensemble plus vaste. Moi, je suis d'accord avec ça. Et ce qui est en jeu, pour moi, c'est ça, la postmodernité. Et je maintiens, bien évidemment, que c'est là encore un des trésors cachés de la maçonnerie. Évidemment. C'est le moment donc de remercier Michel, si vous le voulez bien. Et puisqu'on parle du Saint-Empire romain germanique, notre couronne, c'est celle de Conrad II, le dernier. Fils de Frédéric II. Voilà. Frédéric II, Hohenstaufen, etc. Comment dire, mes frères, je tiens à vous remercier déjà de votre présence, déjà. Il n'y a qu'un seul côté que nous allons développer une prochaine fois, c'est, ça a été dit par Michel, le rapport à l'autre qui est le grand autre, le tout autre. Et il aurait été capable, ne serait-ce qu'en nous citant Thomas d'Aquin, de parler de ces instances divines telles que Thomas d'Aquin les a bien explicitées. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je tiens à vous remercier. Comme vous l'avez compris, éthique et fraternité, c'est le lieu de réflexion du Suprême Conseil national de France, lieu où vous avez tout à fait votre place. Nous n'avons fait aucunement ce qu'on pourrait appeler un intellectualisme, c'est-à-dire que nous avons tous compris exactement ce qu'a dit, bien sûr, Michel, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas maintenant à l'essorer, à le tordre de manière à construire cette hélice extraordinaire qui en définitive est enfin nous et que nous devons partager avec l'hélice des autres. Mes frères, je vous embrasse et à bientôt. Merci d'avoir été là et c'est moi qui vous applaudis. Au revoir.